Bienvenue en Italie. Derrière nous se trouve le Vésuve. Le volcan qui a enseveli la ville de Pompéi sous des milliers de tonnes de cendres et de roches volcaniques en 79 après Jésus-Christ. La dernière fois, nous vous avons raconté les 3 jours qui ont précédé la catastrophe. Aujourd'hui, nous allons vous révéler la suite de l'histoire. Vous allez découvrir ce qu'il s'est passé dans les heures, les jours et les siècles qui ont suivi l'éruption cataclysmique qui a dévasté non seulement Pompéi, mais la région tout entière. Nous vous montrerons l'étendue des dégâts causés par l'éruption. Ils ont découvert ces hangars à bateaux, tous remplis de cadavres. Nous accéderons aux dernières recherches scientifiques. Ce crâne a explosé. Ça leur a fait bouillir le cerveau. Oui. Et de nouveaux éléments viendront bouleverser ce que l'on croyait savoir sur la reconstruction de la région après la catastrophe. C'est impressionnant. Nous vous raconterons comment Pompéi a d'abord été redécouverte, puis pillée. Ils ont pris tout ce qu'ils ont pu. Et enfin, nous enquêterons sur une affaire criminelle en cours aujourd'hui même à Pompéi. J'ai trouvé quelque chose. Je crois que ça pourrait être une vertèbre humaine. Pompéi est l'un des plus grands trésors archéologiques de la planète. La destruction de cette cité romaine autrefois florissante compte parmi les plus grandes tragédies de notre histoire. Mais ce qu'il s'est passé après l'éruption, ici et dans la région alentour, est beaucoup moins connu. C'est pourtant une histoire fascinante. La redécouverte de Pompéi, plus de 1500 ans plus tard, a fait de cette petite colonie romaine l'une des villes les plus célèbres du monde. Les roches et les cendres, qui ont tué des milliers d'habitants, ont en contrepartie préservé des ravages du temps ces rues, ces édifices et tout ce qu'ils contenaient. Ce qui a tué Pompéi est aussi ce qui nous permet de savoir comment elle a vécu. L'état de préservation remarquable de Pompéi nous offre un aperçu de la vie quotidienne dans la Rome antique. Le visiteur peut explorer des maisons, des échoppes, des bains publics et des théâtres. Le plus émouvant, c'est que l'éruption a aussi préservé certains habitants. Ils ont été figés dans leurs derniers instants, sous forme de moulage. C'est glaçant. On s'enthousiasme pour les mosaïques et les autres vestiges, mais ici, on se rend vraiment compte de l'ampleur de la tragédie. Tout à fait. Je crois qu'on oublie trop vite qu'il s'agit de vraies personnes. Regarde ce visage. C'est un instantané d'horreur et de douleur pris il y a presque 2000 ans. De récentes découvertes archéologiques suggèrent que l'éruption qui a détruit Pompéi a commencé à midi le 24 octobre en 79 après Jésus-Christ, et non en août comme on le pensait jusqu'à maintenant. Durant les premières heures, des cendres et des pierres ponces se sont abattues sur la ville et se sont accumulées sur plusieurs mètres de hauteur. La suite fait partie de l'histoire connue de Pompéi. En quelques heures, la région tout entière a été détruite. Ce n'est pas anodin, car c'était l'une des plus prospères et des plus densément peuplées de l'Empire romain. La richesse du sol volcanique avait encouragé l'installation de nombreuses fermes et vignobles, et des cités portuaires se succédaient le long de la côte. L'une d'elles, florissante et située à presque 13 km au nord-ouest de Pompéi, nous en apprend beaucoup sur les événements qui ont suivi l'éruption. Vous voyez ici Herculanum, tout du moins la partie qui a été mise au jour. Les 3/4 de la cité sont toujours enterrés sous nos pieds. Ici, les choses ne se sont pas du tout passées comme à Pompéi. Pompéi a été enseveli sous presque 5 mètres de matériaux éruptifs. Mais ici,
À Herculanum, la couche atteint 25 mètres de haut. Cette falaise vertigineuse est constituée des dépôts de l'éruption du Vésuve. Mais ce qui fascine, c'est qu'il n'y a aucune roche. Il ne s'agit quasiment que de cendres volcaniques très fines. Et au fil du temps, ces cendres se sont pétrifiées. Il semblerait que lors des 12 premières heures qui ont suivi l'éruption, Herculanum est en grande partie échappé au bombardement de roches volcaniques. Les millions de tonnes de pierres ponces et de cendres crachées par le Vésuve ont été soufflées vers le sud, vers Pompéi. Herculanum n'était pas sous le vent. La cité a donc largement évité le plus gros du désastre lors de la première phase de l'éruption. Ça signifie qu'au cours des 12 premières heures, les habitants d'Herculanum pouvaient encore évacuer la ville. La mer étant toute proche, le bateau constituait la meilleure échappatoire. Cette rue devait être noire de monde, d'habitants paniqués, serrant dans leurs bras leurs biens les plus précieux et se ruant vers le port qui se trouvait au pied de cette colline. On sait qu'ils se sont presque tous enfuis, parce que les archéologues qui ont fouillé les maisons n'ont retrouvé que très peu de dépouilles. À Pompéi, la pluie de roches volcaniques a forcé les habitants à se réfugier dans leurs maisons. Tandis qu'à Herculanum, évacuer la ville constituait un choix évident. En 79 après Jésus-Christ, Herculanum se trouvait là-haut. Et ceci était le bord de mer, la plage. C'est ici que les habitants se sont précipités dès que le Vésuve est entré en éruption. Tous les bateaux ont dû être pris d'assaut par une population prête à tout pour gagner la mer. Mais soudain, vers minuit, le dernier jour, l'effroyable brutalité de l'éruption a frappé de plein fouet Herculanum. L'immense colonne éruptive crachée par le Vésuve s'est effondrée, provoquant ce qu'on appelle une coulée pyroclastique, une avalanche de cendres surchauffées dévalant les flancs du volcan. Lorsque cette nuée ardente a atteint Herculanum, elle avait déjà perdu beaucoup de sa force. Elle a traversé la ville abandonnée sans détruire les édifices, avant de tomber en cascade sur la plage, du haut de cette falaise. Mais la chaleur était toujours intense, 500 degrés au moins, et rien de ce qui était sur la plage ne pouvait y survivre. Pendant des siècles, on a cru que presque tous les habitants de la cité étaient parvenus à s'échapper. Jusqu'à ce qu'en 1980, un archéologue qui faisait des fouilles sur l'ancien front de mer mette au jour des corps. Ils ont découvert ces hangars à bateaux, témoins de l'horreur de la suite des événements. Il y en avait 12 au total, tous remplis de cadavres. Des hommes, des femmes et des enfants qui s'étaient réfugiés ici, attendant peut-être qu'on vienne les secourir par la mer. Il n'y avait sans doute pas assez de bateaux pour tout le monde. Désespérés, plus de 300 personnes se sont entassées dans ces hangars pour échapper à l'éruption. On les voit blottis les uns contre les autres. Les enfants serrés dans les bras de leurs parents, figés à jamais dans leurs derniers instants. Je les trouve plus émouvants que les moulages de plâtre des habitants de Pompéi. Ici, on est sidéré par l'ampleur de la tragédie humaine, par l'horreur et la terreur des derniers instants. Ces squelettes sont des copies. Les originaux ont été retirés pour être conservés à l'abri. Ils font l'objet d'études scientifiques approfondies, notamment d'analyses ADN. Raksha est partie voir ce qu'elles peuvent nous apprendre sur leur mort. L'analyse des ossements a lieu dans un laboratoire juste au-dessus de l'ancienne billetterie d'Herculanum. Les vestiges de 80 victimes y sont stockés.
Pier Paolo Petrone prélève des échantillons afin de réaliser les toutes premières analyses ADN. Pier Paolo force cette partie du crâne, parce qu'apparemment c'est l'endroit où les échantillons ADN donnent les meilleurs résultats. Il a presque terminé. Honnêtement, ça me donne presque mal aux dents. On se croirait chez le dentiste. C'est bon, je le tiens. Tenez-le bien. Parfait. Incroyable. Posez-le ici. C'est le premier échantillon d'ADN que je prélève. Celui-ci doit être envoyé pour analyse. Mais les résultats des 6 hommes et 6 femmes déjà étudiés viennent d'arriver. Qu'avez-vous appris au sujet des gens qui sont morts à Herculanum? Plusieurs de ces femmes étaient de la même famille et de la région. Certaines étaient ensemble dans le même hangar. Les autres étaient dans des hangars voisins. On peut donc en conclure qu'il s'agissait de familles élargies. Ces premiers résultats révèlent que les femmes des hangars à bateaux étaient parentes et originaires de cette région d'Italie. Étonnamment, ce n'est pas du tout le cas des hommes. On sait que plusieurs d'entre eux n'étaient pas d'ici. D'où pensez-vous qu'ils venaient? On sait qu'ils venaient du Moyen-Orient. On ignore exactement d'où, mais on est sûr qu'ils n'étaient pas d'ici. Herculanum était une cité portuaire. Je suppose qu'il y avait sans arrêt de nouveaux arrivants. Les recherches historiques montrent qu'il y avait beaucoup d'esclaves et d'affranchis, dont certains étaient devenus très riches. C'est fascinant. Ces étrangers étaient probablement les esclaves de ces femmes, ou bien leurs époux affranchis. Et tous ces ossements sur la table, que peuvent nous apprendre ces squelettes sur la mort de leurs propriétaires? Je voulais vous montrer ceci. Ce crâne a explosé sous l'effet de la chaleur. Comment le savez-vous? Vous voyez cette teinte noirâtre sur les bords, ainsi qu'à l'intérieur? C'est très noir. Oui. Cette couleur noire indique que le cerveau de ces personnes a bouilli. Le sang a jailli et la pression les a tués sur le coup. La coulée pyroclastique était très chaude. Oui, exactement. Ça leur a fait bouillir le cerveau. Oui. Leur crâne a explosé et leurs os longs se sont brisés, comme ce fémur. C'est celui d'un jeune homme. La cassure est très nette. Un os ne se fracture jamais comme ça. On remarque aussi des incrustations rouges sur cet os. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est? C'est du fer. Le fer et l'oxyde de fer sont les résidus de la vaporisation du sang de ces personnes. Donc, c'est le sang de ce pauvre garçon qu'on voit sur ses os? Oui. C'est la preuve d'une mort instantanée. Leur chair a été vaporisée. Puis, très vite, elle a été remplacée par la cendre qui les a recouverts. Et ils sont restés comme ça pendant 2000 ans. C'est une mort absolument atroce. Mais en réalité, ils n'ont rien senti. Ça s'est passé trop vite pour qu'ils en aient conscience. Ils ne se sont rendus compte de rien. Ils sont morts en une fraction de seconde. La coulée pyroclastique qui a enseveli Herculanum n'était que la première d'une longue série. Les 3 premières nuées ardentes n'ont pas atteint Pompéi. Mais la 4e, si, éradiquant au passage les derniers survivants de la ville. 19 heures après le début de l'éruption, la 6e et dernière déferlante est arrivée. C'était la plus puissante de toutes. Elle est parvenue jusqu'au port de Stabiès, où de luxueuses villas bordaient la falaise qui surplombe la ville. Le Vésuve n'est pas tout près. C'est à peine si on le devine dans la brume. On est à 16 km au sud. Pompéi est visible à l'horizon, au pied du volcan. On pourrait se croire en sûreté ici.
Ce n'était pourtant pas le cas. On sait ce qui est arrivé dans ces villas au-dessus de Stabiès, grâce au seul témoignage de la catastrophe à nous être parvenu. Le récit de Pline le Jeune. Il nous raconte que son oncle, Pline l'Ancien, s'est réfugié ici après avoir tenté de porter secours avec sa flotte aux habitants de Pompéi. Pline a trouvé refuge dans la maison de son ami Pomponianus, l'une des riches villas qui bordent la falaise. Peut-être même celle-ci. Son neveu raconte que le sol était secoué par de violents séismes et que des roches volcaniques entraient par l'ouverture du toit de l'atrium, au point de bloquer les portes. Ils se sont alors réfugiés sur la plage, espérant prendre la fuite par la mer. Mais il semble qu'ils aient été surpris par la dernière coulée pyroclastique. Pline l'Ancien, le scientifique le plus célèbre et le plus respecté de Rome, est mort asphyxié par les gaz toxiques. Pour découvrir combien d'autres sont morts ici à Stabiès, à 16 km du volcan, je rejoins Paolo Gardelli, qui supervise les fouilles archéologiques des villas. Le jour de l'éruption, ici, tout a été enseveli. Seul le sommet des toitures devait dépasser de la cendre. Ces bâtiments ont-ils été détruits par la pluie de roches ou bien par l'arrivée de la déferlante? Les deux. On sait qu'aux premières heures de l'éruption, la pluie de cendres et de pierres ponces a enfoui les maisons de Stabiès sous 6 mètres de matériaux éruptifs. Et au matin du deuxième jour, vers 7 heures, on sait que la 6e coulée a détruit Stabiès. Elle a tué beaucoup de gens? On n'a retrouvé que quelques corps, donc beaucoup ont dû survivre. Ils ont pu s'enfuir. En effet, probablement. Mais et Pline l'Ancien? C'était un homme relativement âgé. On pense qu'à Stabiès, l'éruption a tué les personnes âgées et les très jeunes enfants, mais que les autres s'en sont sortis. J'ai l'impression que Pline était à la limite de la zone où on pouvait survivre. Mais plus près du volcan, Oui, tous les gens sont certainement morts. le rayon est gigantesque. En effet. On est à Stabiès. Ça veut dire que pour tous ceux qui se trouvaient entre nous et le Vésuve, c'était la mort assurée. Exactement. Comme l'a écrit le poète Martial des années plus tard, c'était une terre de feu, une terre de cendres. On ne saura jamais combien de gens sont morts à Pompéi, parce que ceux qui se sont enfuis ont peut-être trouvé la mort sur la route ou dans les champs. Oui. Des milliers de corps sont certainement encore enfouis dans le sol de la région. L'ampleur de la destruction est effarante. Quiconque se trouvait encore à moins de 16 km du volcan était condamné. On en sait peu sur la reconstruction de la région après l'éruption, car les preuves archéologiques sont rares. Mais grâce à de nouvelles fouilles ici à Stabiès, la suite des événements se dévoile peu à peu. Raksha est sur place. Les archéologues ont compris ce qu'il s'était passé dans les semaines qui ont suivi l'éruption grâce à la mise au jour de cet important édifice au centre de Stabiès. Bonjour. Bonjour Giovanni. Benvenuta. Giovanni De Maio va me servir de guide. C'est le paradis pour moi ici. J'adore. Suivez-moi. Très bien. C'est bon. C'est impressionnant. Il y a de tout partout. Des carreaux, des morceaux de toiture. Ils ont déjà creusé à 3 mètres de profondeur. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nos appareils détectent l'épaisseur des couches archéologiques. Et par endroits, c'est profond de 18 mètres. Ce ne sont pas les fondations? Non, on est au-dessus du premier étage. Attendez, on est au sommet des bâtiments? Oui, au premier étage. Ces murs sont magnifiques. Quel âge ont-ils? 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc ils datent de 60 ou 70 ans avant l'éruption du Vésuve, en 79 après Jésus-Christ. C'est ça. Ces fouilles nous apprennent que lorsque la coulée pyroclastique a atteint Stabiès, à 16 km du Vésuve,
elle n'était plus en mesure de détruire les étages supérieurs des édifices. D'autres découvertes prouvent que ce bâtiment a continué à être habité de nombreuses années après l'éruption. Je peux vous montrer la preuve que la datation de ces couches est exacte. Il s'agit d'une lampe à huile, encore intacte avec un... J'adore, elle est sublime. J'aime beaucoup ces motifs. On pourrait croire qu'elle est neuve. Oui. Giovanni, quel âge a-t-elle? Elle date du IVe siècle après Jésus-Christ. Le motif de palmier que vous voyez au centre nous permet de la dater. C'est incroyable. Si je compare avec Herculanum et Pompéi, les deux cités sont complètement détruites et les gens ont fui. Mais ce n'est pas le cas ici. Oui, c'est ce qui est fascinant. Pompéi et Herculanum ont été rasés par l'éruption. Stabiès a pu se relever parce qu'elle a moins souffert que d'autres cités. Elle est restée habitée pendant plus de 4 siècles. Au bout de combien de temps les gens sont-ils revenus? Ils ne sont probablement jamais partis. Ils ont reconstruit et réparé au fur et à mesure. C'est stupéfiant. La vie a continué. Si les habitants de Stabiès ont pu rentrer chez eux dans les semaines qui ont suivi l'éruption, à Pompéi et Herculanum, les ravages étaient trop importants. Pour savoir ce que sont devenus les survivants qui ont réussi à prendre la fuite, intéressons-nous à la zone relativement épargnée située de l'autre côté du Vésuve. La nappe antique est enfouie sous la ville moderne. Mais à 16 km à l'ouest se trouvent les ruines de Cumès, une cité qui était 2,5 fois plus grande que Pompéi. Voici la voie romaine qui mène de Pompéi au sud, via Cumès, jusqu'à Rome, au nord. C'est cette route que les survivants de l'éruption ont empruntée. Les réfugiés qui partaient reconstruire leur vie brisée. C'est aussi par cette route que la nouvelle est parvenue jusqu'à Rome, en moins d'une journée, grâce au remarquable service de poste impérial romain, le Cursus Publicus. Ce réseau routier s'étendait dans tout l'Empire. Il a été représenté sur une carte extraordinaire, la table de Peutinger. Je vais la dérouler. Cette copie d'une ancienne carte romaine a été réalisée au XIIIe siècle. J'ai ici une reproduction de l'original qui mesurait 6 mètres. Voilà. Super. Ça devrait aider. J'y arrive. Ça y est. Le plus fascinant, c'est que la carte originale a dû être dessinée avant l'éruption. Parce que Pompéi y figure. Et Herculanum aussi. Mais au Moyen-Âge, ces villes avaient disparu du paysage et des mémoires. La nouvelle de l'éruption a certainement été portée par des coursiers à cheval. Tous les 19 km environ, des mansiones, des gîtes d'étape proposaient nourriture et chevaux frais. Dès le début de l'éruption, les coursiers ont quitté Pompéi. Ils ont galopé le long de cette voie, traversé Cumès, puis changé de chevaux. Ce qui leur a permis de foncer vers le nord sur cette route et de rejoindre la voie appienne, qui était en quelque sorte l'autoroute de l'Empire romain, pour entrer directement dans Rome, car comme chacun le sait, tous les chemins mènent à Rome. L'annonce a d'abord été faite à l'empereur Titus. Il ne régnait que depuis quelques mois au moment de la catastrophe. D'après l'historien romain Suétone, Titus a témoigné non seulement l'inquiétude d'un empereur, mais aussi l'amour d'un père.
Il a envoyé une aide financière ainsi que 2 sénateurs pour superviser les secours. Il est également venu sur place en personne, à 2 reprises l'année suivante, logeant peut-être à Cumes. Les années suivantes, les cités survivantes ont été restaurées grâce aux coffres de l'Empire. À Cumes, les projets de reconstruction de Titus sont encore visibles. En outre, la population de la ville semble avoir fortement augmenté après l'éruption. De nouveaux thermes ont été bâtis, ainsi que de nouveaux temples. Voici l'amphithéâtre de la ville. Il a dû être agrandi. Le niveau auquel je suis assis a été ajouté, doublant sa capacité d'accueil. On suppose que c'était en raison de l'arrivée massive de réfugiés de Pompéi et d'Herculanum venus s'installer à Cumes. Des découvertes récentes montrent que des noms de familles figurant sur des tombes de Pompéi apparaissent pour la première fois à Cumes après l'éruption et que ces familles se sont mariées entre elles. Il semblerait donc que Cumes ait accueilli une communauté très soudée de familles réfugiées pompéiennes, tandis qu'à Naples, une zone de la ville aurait été rebaptisée le quartier des Herculanéens. Certains sont pourtant retournés à Pompéi dans les années qui ont suivi l'éruption. Les archéologues ont découvert des tunnels à travers les 5 mètres de sédiments volcaniques qui recouvraient la cité. Il s'agissait peut-être de réfugiés venus reprendre leurs affaires, ou plus probablement de pillards à la recherche d'objets de valeur. Voici le forum, la grande place de Pompéi. Autour de moi, de grands bâtiments publics et des temples. Ils étaient suffisamment hauts pour ne pas être totalement ensevelis. Les voleurs s'en sont peut-être servis de repères pour localiser l'emplacement du forum et de toutes ces richesses enfouies. Les temples étaient couverts de marbre précieux et des dizaines de somptueuses statues bordaient la place. Voici les socles qui soutenaient les statues. On voit encore les crampons qui les maintenaient fermement en place. Au XIXe siècle, lorsque ces ruines ont été mises au jour, toutes les statues avaient déjà disparu et presque toutes les plaques de marbre avaient été arrachées des façades. Beaucoup de maisons portent également les traces de pillages méthodiques. Dans l'entrée de l'une des villas, un message en latin a été griffonné sur un mur. Maison creusée. Les archéologues ont aussi découvert de nombreux trous percés dans les murs par des pillards prêts à risquer leur vie en forant les matériaux éruptifs instables. En voici justement un. Il a été fait par ces chasseurs de trésors. Essayons d'imaginer ce qu'ils ont découvert dans cette pièce. Elle était sûrement remplie de pierres ponces et de cendres. Le plafond s'était peut-être partiellement effondré sous le poids des roches volcaniques. Mais il y avait peut-être un espace vide qui leur a permis de ramper sur la couche de débris. Ils ont creusé à la recherche d'objets précieux et une fois devant ce mur orné d'une fresque magnifique qui ne les intéressait pas du tout, ils l'ont cassé pour explorer le reste des pièces. Au fil des siècles, Pompéi a sombré dans l'oubli. Le sol volcanique étant très fertile, les gens y ont bâti des fermes. Mais la cité devait être encore présente dans certaines mémoires, car ce plateau couvert de champs de blé et de vignes était surnommé la Kiwita, la cité. L'histoire a redécouvert Pompéi en 1592, lors du creusement à travers champs d'un canal souterrain au pied du Vésuve. Voici le fameux canal, enfermé dans cet ouvrage de pierre. Comme vous le voyez, les ouvriers sont descendus jusqu'au niveau de la rue, à travers les maisons et les édifices publics. Et ce n'est pas tout. On voit ici jusqu'où ils ont creusé. Cette partie date de Pompéi. Et cette ligne de tuiles délimite la tranchée du XVIe siècle. Cette partie du mur a donc été restaurée. Domenico Fontana, architecte de renom, était en charge du projet.
il savait exactement ce qu'il avait trouvé. Il écrit dans son journal « Nul doute que nous avons sous les yeux la célèbre cité autrefois appelée Pompéi. Elle nous montre ses tours, ses maisons, ses théâtres et ses temples, presque toujours intacts. » Mais le duc qui employait Fontana ne partageait pas son enthousiasme. Il a refusé que les fouilles se poursuivent. La tranchée a été comblée et Pompéi est à nouveau tombée dans l'oubli. Ce n'est qu'un siècle plus tard que d'autres ruines romaines ont été découvertes. Lors du forage d'un puits en 1709, dans cette ville côtière située à 13 km au nord-ouest de Pompéi. Les ouvriers ont extrait du sol de magnifiques plaques de marbre. Un aristocrate français, Emmanuel Delboeuf, faisait bâtir une villa non loin de là et voulait ce marbre. Il a racheté le puits pour court-circuiter les intermédiaires. Un ouvrier, puis le prince Delboeuf en personne, sont descendus à 15 mètres de profondeur, au moyen de cordes. J'emprunte un chemin un peu plus facile, cet escalier qui a été construit plus tard. Voici le puits par lequel le prince Delboeuf est descendu. Waouh, c'est sacrément haut. Il n'avait pas froid aux yeux. Arrivé en bas, il a découvert cette cavité. En l'explorant, il est tombé sur des fragments de marbre et de statues. Très vite, il a compris que ce devait être un théâtre antique qui ne pouvait qu'appartenir à la cité perdue d'Herculanum, dont parlaient les auteurs romains. Un groupe de prisonniers a été envoyé ici, avec l'ordre de creuser dans le théâtre et de ramener des trésors. Ils nous ont laissé un réseau de tunnels. Regardez celui-là. On va passer par là. Heureusement, ils n'ont pas pris toutes les fresques et on peut encore admirer de somptueuses peintures romaines. Regardez, elle dort sous terre depuis l'éruption. Ses couleurs sont intactes, malgré quelques graffitis des 18e et 19e siècles. Admirez la beauté de cette arche. Ils ont pris tout ce qu'ils ont pu. Petit à petit, les prisonniers ont dégagé la structure et déblayé de vastes zones du théâtre. Ils ont découvert la scène. Les marches menant à l'auditorium et quelques rangées de gradins qui, au total, pouvaient accueillir jusqu'à 2500 personnes. C'est ici que les habitants d'Herculanum s'asseyaient côte à côte pour assister au spectacle joué sur scène. Un théâtre romain enfoui sous 25 mètres de dépôt volcanique. Je n'ai jamais rien vu d'aussi fabuleux. Emmanuel Delboeuf n'avait pas les moyens d'explorer plus avant les ruines de la ville, mais 25 ans plus tard, en 1734, un nouveau roi accède au trône de Naples. Charles III de la dynastie des Bourbons était roi d'Espagne. Il voulait couvrir son nouveau royaume de gloire en déterrant ses richesses antiques. Une armée d'ouvriers composée de prisonniers et de soldats a été missionnée pour creuser un dédale de tunnels et remonter tout ce qui avait de la valeur. Les hommes longeaient les murs parce qu'ils avaient compris que la plupart des statues et des sculptures se trouvaient là et qu'elles étaient précieuses, tout comme certaines fresques. Quand ils en trouvaient une belle, ils la découpaient et la remontaient à la surface. Seuls les objets du quotidien étaient jugés sans intérêt. Les biens de valeur étaient ensuite transportés au palais que Charles de Bourbon s'était fait construire, juste à côté, afin d'exposer ses nouvelles richesses. Raksha va vous le faire visiter.
Le palais royal de Portici a été bâti juste à côté des ruines d'Herculanum et décoré avec les trésors de la cité antique. Ce grand escalier a été érigé avec le marbre d'Herculanum. Ainsi en est-il de l'autel de la chapelle. Ces statues viennent aussi des ruines de la cité. Et voici une antique mosaïque romaine. Elle a été déplacée par section, puis posée ici. La décoration des pièces s'inspire de celle des maisons découvertes à Herculanum. Une aile entière du palais était consacrée à un musée privé. Mais Charles III était un homme possessif. Seuls quelques élus y étaient admis, et ils avaient interdiction de faire des croquis. Le plus choquant, c'est que les fresques qui n'ont pas été ramenées au palais ont été vandalisées pour empêcher que d'autres ne s'en emparent. Heureusement pour nous, la plus grande partie de cette collection est désormais exposée au musée archéologique de Naples, où tout le monde peut l'admirer. Mais je suis furieuse, car le pillage des ruines d'Herculanum a détruit énormément de données historiques. Quelques-uns des tunnels creusés au XVIIIe siècle par Charles III existent toujours. J'adore avoir un accès VIP. Ils s'enfoncent dans des quartiers d'Herculanum que les archéologues n'ont pas encore totalement explorés. Je suis dans un tunnel. Imaginez travailler ici au XVIIIe siècle. Ça devait être exigu. Il y a 25 mètres de roche au-dessus, les éboulements étaient fréquents et des gaz toxiques émanaient des matériaux éruptifs. Mais regardez, voilà ce qu'ils venaient chercher, de véritables merveilles enfouies. C'est la colonne d'un édifice toujours prisonnier de la cendre volcanique solidifiée. Et le tunnel continue. Imaginez la longueur de ces galeries et tout ce qu'il reste d'Herculanum, enseveli sous la roche. J'arrive au bout du tunnel. C'est plein de toiles d'araignée. Sympa. Je vais faire le ménage. Voilà. Regardez le sol. Une mosaïque. Elle est en partie couverte par la cendre de l'éruption de 79 après Jésus-Christ. C'est incroyable. Je suis le premier à voir cette mosaïque depuis près de 2000 ans. Ces tunnels abritent également ce qui rend Herculanum si unique au monde. Dans cette galerie, il y a aussi beaucoup de bois carbonisé. Regardez, on en voit qui dépasse. On dirait l'extrémité d'une poutre, peut-être une toiture, et un bout de meuble. Beaucoup de bois au plafond et quelques fragments sur le sol, qui ont dû tomber avec le temps. Pour les ouvriers du XVIIIe siècle, le bois carbonisé n'avait pas le moindre intérêt. Et qui pourrait le leur reprocher? Mais pour les archéologues modernes, des excentriques comme Raksha, ce bois carbonisé est ce qu'on peut trouver de plus précieux à Herculanum. La coulée pyroclastique qui a frappé Herculanum a instantanément carbonisé le bois et l'a transformé en charbon. Profondément ensevelis à l'abri de l'air et de l'eau, de nombreux objets sont restés intacts. Le précieux mobilier en bois découvert à Herculanum n'est pas exposé au public. J'ai encore du mal à croire qu'on m'ait autorisé à entrer dans le laboratoire de conservation et de restauration d'Herculanum. Venez, regardez ce lit. Il est en parfait état. Le bois est décoré d'un très joli motif en chevron qui fait tout le tour du cadre. On a presque l'impression qu'on pourrait trouver le même en magasin. Il est sublime. Cet endroit est génial. Tous ces objets du quotidien nous montrent à quoi ressemblait la vie des habitants de la cité. Il y a cette magnifique malle et un autel qui a été partiellement reconstruit. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la délicatesse des ornements. Ici, on a la représentation d'un chien.
On peut même voir les dents dans sa gueule. On dirait un chien de chasse. L'artiste lui a même sculpté une fourrure épaisse et bouclée. Mais l'objet qui me bouleverse le plus, c'est ce berceau. Il se balance toujours, et on m'a dit que lorsqu'il a été découvert, il contenait la dépouille d'un bébé. Mais ce n'étaient pas ces objets de tous les jours que Charles de Bourbon cherchait au XVIIIe siècle. Seuls l'intéressaient les trésors et les œuvres d'art. Les fouilles d'Herculanum se sont avérées si fécondes qu'il s'est mis en quête d'autres ruines romaines. Il s'est alors intéressé aux champs que les locaux surnommaient la Kiwita, sans savoir que l'ancienne Pompéi était enterrée. Voici le niveau du sol après l'éruption. Pendant des siècles, les locaux ont trouvé des objets enfouis dans la terre. Il arrivait qu'une charrue percute ce qui semblait être le sommet d'un mur de pierre enseveli. Ils étaient pourtant loin d'imaginer ce qui se cachait sous leurs pieds, car sous la terre se trouve l'antique ville de Pompéi. Les fouilles officielles ont commencé dès le milieu du XVIIIe siècle. Le travail y était plus facile qu'à Herculanum, car la couche de sédiments volcaniques était moins dense et moins épaisse. Mais ça restait aléatoire. Il fallait creuser un trou, voir ce qu'il y avait au fond, puis changer d'endroit. Après avoir dormi plus de 1500 ans sous la cendre du Vésuve, Pompéi s'est peu à peu réveillée. Au cours des 2 siècles qui ont suivi, de grands temples, des théâtres et des villas ont été mis au jour. Au XIXe siècle, les archéologues ont enfin remplacé les chercheurs de trésors. Les découvertes incroyables s'enchaînent aujourd'hui encore. Mais les archéologues ne sont pas les seuls à s'y intéresser. Des cambrioleurs ont creusé des tunnels afin de dérober les trésors des villas antiques encore enfouis à l'extérieur des murs de la cité. La police m'a exceptionnellement autorisé à me rendre sur le lieu du délit. L'officier chargé de l'enquête s'appelle Salvatore Sorrentino. Suivez-moi. Ça marche. Bien. Je vais vous emmener là où tout a commencé. C'est l'entrée? Oui, comme je vous le disais, tout est parti de cette ruine. La police a appris qu'un tunnel clandestin avait été creusé à partir d'ici. Donc, à l'intérieur de cette maison, un tunnel clandestin a été creusé à travers la couche de sédiments volcaniques jusqu'aux ruines de la cité antique. Et la personne qui habite ici est actuellement poursuivie pour vol d'antiquités. L'intéressé réfute ces accusations. Un réseau de galeries mène à une gigantesque villa romaine profondément enfouie sous les habitations modernes. Ces tunnels font presque 100 mètres de long. Salvatore m'emmène les explorer. Mais ce n'est pas sans risque. Nous serons donc assistés par des pompiers secouristes spécialisés en spéléologie, les SAF. La remise qui dissimule l'entrée du tunnel a été saisie par la police. Impressionnant ce puits vertical. Le tunnel est à 10 mètres en contrebas. Les pompiers installent un système d'échelles et de harnais pour nous descendre en toute sécurité. Une fois équipé, reste à savoir si j'arriverai à m'y faufiler avec mon mètre 95. Ok, j'y vais. Ok. C'est juste.
À l'image des ouvriers du XVIIIe siècle, les pillards modernes ont longé les murs intérieurs de la villa. Il y a des embranchements des deux côtés. La police pense que ces tunnels ont nécessité plus de 10 ans d'efforts. J'avance à 4 pattes sur des dépôts volcaniques, mais les parois ont été bétonnées pour stabiliser les galeries. Parce que c'est très dangereux de creuser secrètement à travers les matériaux éruptifs d'une coulée pyroclastique. C'est un tuyau de ventilation installé par les voleurs? Pour s'être donné autant de mal, c'est qu'ils ont dû découvrir de grandes quantités d'objets de valeur. La vache! Malheureusement, nous ne saurons jamais ce qui a été volé et revendu au marché noir. Il s'agissait certainement d'une importante villa palatiale. Cette zone, waouh! Incroyable! Regardez ça! Un cryptoportique. Un portique, d'accord. Il a été comblé par les dépôts volcaniques, donc on est juste sous le plafond. Mais il devait bien faire 3 ou 4 mètres de haut. J'en ai vu un magnifique à Stabiès. Un cryptoportique était une galerie couverte dans les villas romaines. Celle que j'explore servait peut-être d'entrée de service à cette villa. C'est immense, ça s'étend à perte de vue. J'avance accroupi le long du plafond voûté de ce cryptoportique et je peux examiner de près la maçonnerie romaine. Et ça continue très loin. L'extrémité est bouchée par les sédiments, mais il y a une galerie sur le côté que même les archéologues de Pompéi n'ont pas encore explorée. Au fond de cette galerie, la police a découvert une survivante des richesses qui ont été dérobées. La cendre volcanique me tombe dessus. Regardez, vous voyez? Des fresques romaines. On distingue la couleur rouge. Personne ne les a vues depuis 2000 ans, à part les pillards, un policier et moi. Les cambrioleurs semblent avoir découpé et emporté toutes les fresques. On voit les traces des disqueuses qui ont sectionné les fresques. Quelle tragédie! Je crois que je vois des silhouettes. Oui, c'est un personnage. C'est extraordinaire, cette unique peinture qui a survécu à tant d'événements. Sur le chemin de la sortie, je fais une autre découverte. J'ai trouvé quelque chose. Je n'y connais rien, mais je crois que ça pourrait être une vertèbre humaine. Regardez. Peut-être qu'une personne avait voulu se réfugier ici. On sait que dans les villas de cette taille, les gens ont tenté de trouver refuge dans ces longues allées couvertes très solides. Mais ça n'a pas suffi à les protéger. Et la nuée ardente les a ensevelis, même ici. Chose incroyable, je suis le premier à avoir découvert de possibles restes humains dans cette villa. Je vois la lumière au bout du tunnel. L'air libre. Nous voici dans l'une des pièces de la villa. Après avoir découvert ces tunnels clandestins, les archéologues ont pris le relais et continué les fouilles. Ils ont déblayé cette pièce et ils y ont fait des découvertes stupéfiantes. Le site se trouve juste en face de la maison d'où part le tunnel. Les archéologues ont mis au jour les écuries de la villa. Les dépouilles pétrifiées des chevaux s'y trouvent encore. Cette découverte est unique au monde. Ces chevaux étaient grands et robustes. Ils devaient appartenir à quelqu'un d'important, peut-être un militaire ou quelqu'un qui aimait monter. Le propriétaire de cette villa était clairement quelqu'un de très riche.
Ces chevaux ont été figés par la coulée pyroclastique à l'instant même où elle a frappé. Du plâtre a été injecté dans les corps afin de combler les cavités, ce qui donne ces moulages. Celui-ci est quasi parfait. À travers le plâtre, on aperçoit des restes du squelette. Celui-ci est moins réussi. Les os sont plus exposés. Regardez sur le crâne du cheval. C'est fascinant. On voit des morceaux de métal. Ils étaient harnachés. Leurs brides et leurs morts étaient en place. Ça veut sûrement dire que les occupants comptaient prendre la fuite à cheval. Ces découvertes constituent le chapitre le plus récent de l'histoire de Pompéi. L'éruption incroyablement destructrice du Vésuve il y a presque 2000 ans nous a laissé des trésors archéologiques uniques. Mais cet héritage a été malmené. Les vols et les saccages ont été trop nombreux. Et ils continuent si l'on en croit ces tunnels. Mais lorsque cet héritage est traité avec le respect et l'expertise qu'il mérite, il nous offre un aperçu exceptionnel de la vie quotidienne sous l'Empire romain. En outre, les gens et les animaux qui ont perdu la vie ici ont acquis une sorte d'immortalité.